Bonsoir, chers amis. Alors, sois un peu patient, j'essaie de me connecter à TikTok là pour faire participer nos amis de TikTok. Tac, tac, tac. Alors, je mets ça. Ça. Alors, bonsoir, chers amis. J'espère que vous allez bien. Un petit live. OK. Donc, un petit live interactif. Arma et Tondé Bumbu, salut. Félicité Manga. Ouais, ça va bien, ça va bien. J'espère que vous-même aussi, vous allez bien. Donc, je fais ce petit live interactif. Donc, j'aimerais vraiment que les gens montent et viennent s'exprimer. Sur TikTok, c'est facile. Ils n'ont qu'à demander à être invités. Je vais les faire monter. Et et sur Facebook et YouTube, je vous mets, je vous mets un lien. Vous pourrez tout à l'heure monter et vous exprimer, donner votre avis sur la problématique que je voudrais que nous abordions aujourd'hui, qui tourne autour toujours quand même de l'élection présidentielle. Donc, on va laisser un peu les gens monter dans le live, venir dans ce live, et puis on va démarrer. Je vais apporter certainement un mot introductif pour planter le décor, et après, je vous laisserai la parole pour vous exprimer. Il faut qu'on s'exprime ici, là, et qu'on essaie de comprendre où est-ce qu'on va au Cameroun, quel est l'avenir du Cameroun, que nous proposent les acteurs politiques du Cameroun pour passer à une autre gouvernance, à un autre type de gouvernance au Cameroun, car on voit le monde bouger, on voit le monde évoluer, on voit de nouvelles figures dans le monde, on voit des régimes euh, remplacés par d'autres régimes autour de nous. Le Cameroun fait du surplace. On fait du surplace depuis déjà 43 ans. Et un surplace qui ne peut pas rimer avec le progrès, car comme on sait, chaque être humain a un plafond de verre, a un niveau qui ne peut pas dépasser dans
son don de soi. Et quand on a déjà une certaine longévité dans un poste, effectivement, la lassitude veut que, de manière naturelle, on ne peut pas faire plus qu'on a déjà fait. Voilà, on peut racoler les morceaux, on peut mettre des pansements, on peut faire un certain nombre de gymnastiques, mais en réalité, il y a une vérité implacable qui est indiscutable. C'est que les indicateurs de développement, les indicateurs de bien-être, les indicateurs de bonheur sont universels. On les connaît et on sait les apprécier. Et on peut objectivement dire, oui, là, on ne peut pas faire mieux. Ce n'est pas parce que on va être dans des slogans, parce qu'on va acheter la conscience des gens, parce qu'on va tromper un peuple qui a, quoi qu'on dise, un niveau de discernement relativement bas, euh, qu'on va fuir une réalité, ou on va repousser une réalité. La réalité, elle est là. Elle est que le Cameroun n'a pas atteint le niveau qu'il devrait avoir après les indépendances au proclamé en 1960. Le Cameroun, laissé en 82 par M. Amadou Ahidjo, est un Cameroun qui était une locomotive, qui était la locomotive de l'Afrique centrale, qui était l'un des pays respectés en Afrique subsaharienne et même en Afrique tout court. Un pays qui n'avait pas grand-chose à envier à certains pays asiatiques. Ce Cameroun n'existe plus. Ce Cameroun est mort depuis longtemps. Et pas à cause d'étrangers, pas à cause d'une certaine tutelle, mais à cause des acteurs politiques camerounais. Et pas que les acteurs politiques camerounais, mais de la société camerounaise en général, la société civile, la société politique. Voilà, nous sommes tous comptables de ce qui nous arrive. Il y a des indicateurs qui ne trompent pas. Le Cameroun a toujours été une grande école d'éducation nationale. Le Cameroun a eu des grandes écoles, a eu des grands étudiants et des grands enseignants. Le Cameroun s'est toujours bien exporté en termes de transfert de connaissances. Le Cameroun a donc eu, à l'échelle africaine, des savants, des sachants. Le Camerounais partait du Cameroun, pas pour des pays africains, pour peaufiner sa formation. Le Camerounais ne partait pas au Niger, au Mali, en Côte d'Ivoire, au Sénégal et autres pour peaufiner sa formation, telle que la formation médicale. Le Camerounais se formait au Cameroun et allait certainement en Occident, car l'Occident reste quand même l'endroit où on a les meilleures références en termes d'éducation, de formation et de professionnalisation. Mais aujourd'hui, le Camerounais va au Niger, au Mali, au Burkina Faso, en Côte d'Ivoire, au Sénégal, partout ailleurs en Afrique pour se spécialiser. Et l'inverse n'est pas vrai. Les Sénégalais ne viennent pas devenir des spécialistes en médecine au Cameroun. Les Ivoiriens ne viennent pas au Cameroun pour se spécialiser. Même les Nigériens, les Maliens, les Burkinabés ne viennent pas au Cameroun pour se spécialiser. Mais l'inverse est vrai. Ça, c'est un critère dur de sous-développement. Quand
les pays de l'Afrique de l'Ouest sont devenus le Paris, la France, l'Allemagne du Cameroun. Quand les pays de l'Afrique de l'Ouest sont aujourd'hui l'Eldorado des Camerounais, c'est dire que le Cameroun est à terre. Les avocats camerounais pilulent au Rwanda. Le Rwanda est devenu le hub de l'avocature des Camerounais. L'inverse n'est pas vrai. Si on prend donc simplement l'éducation nationale, le Cameroun, qui est un pays de formation, où les gens venaient se former au Cameroun. On sait par exemple, là, mais ça donne dans un domaine assez spécifique de l'armée, on sait que l'EMIA du Cameroun a formé des grandes figures africaines telles que Blaise Compaoré, Thomas Sankara, et pas que. Mais si on est même, tu vas passer en live, euh, tu vas passer en live, donc passe par ici et, et ferme ton visage pour que, pour que tu ne vois pas. Voilà. Là maintenant c'est bon, tu n'es plus dans le champ. Donc, le Cameroun, mm, mm, le Cameroun aujourd'hui n'a plus rien d'attractif pour les Africains. Rien. Le tourisme, on n'a déjà jamais été un vrai pays touristique. Pourquoi pas? Parce que le Cameroun n'a pas, voilà, des paysages, des sites touristiques qui intéresseraient les étrangers. Non, mais parce que on n'a jamais eu une politique touristique. Développer le tourisme au Cameroun n'a jamais été la préoccupation des gouvernements, enfin du gouvernement camerounais. Bon. Donc à ce niveau-là, il n'y a pas de souci. Le Cameroun n'est plus une terre de la production des talents sportifs. Non. Aujourd'hui, quand vous voyez l'équipe nationale du Cameroun, comment vous demandez si c'est le pays des Abega, des Mamamvondo, des Kamgashapoussi, des Nangazozo, des Arantes Bida, d'Oubelea et consorts. Non, on n'a plus ça. L'école, comme j'ai dit tantôt, on a eu des grands, des Mpanjo, des Boussiboulaga, autres, Tundian Pouemi, Gabriel Lep, on les a eus. Mais aujourd'hui, voilà, on rentre pour avoir des éminences grises, car l'université camerounaise est devenue le dépotoir de toutes les incuries. Vous ne pouvez pas voir un Famendongo à la tête d'un département aussi important que l'enseignement supérieur depuis plus de 20 ans, 24, 25 ans, et penser que vous aurez encore de grands hommes. Aujourd'hui, on a les Ngatsi, Ngatsi, Ngatsi. Ouais. Pour Saint-Jean Ngati. C'est ça les universités du Cameroun aujourd'hui. Vous n'avez plus des médecins qui imposent le respect. Vous ne pouvez pas imposer le respect en tant que médecin lorsque vous travaillez dans des conditions aussi difficiles que celles qu'offrent les hôpitaux camerounais, où il manque de presque tout. Il y a très peu. Où vous entrez dans un hôpital avec un panari, vous sortez dans un cercueil. C'est ça le Cameroun d'aujourd'hui. Ce Cameroun-là est donc à repenser. Ce Cameroun qui offre aujourd'hui à l'enfant camerounais des salles de classe à l'air libre, des salles de classe sans eau ni électricité, où il n'y a même pas de tableau noir. Le tableau, on nous a souvent dit que le tableau, il est noir. Et avec une crêpe blanche pour pouvoir transmettre la connaissance. Mais aujourd'hui, les tableaux ne sont pas noirs.
Et le Cameroun n'a pas su s'adapter à la modernité des enseignements avec des ordinateurs, des vidéoprojecteurs, car Eneo fait défaut. Donc, nous sommes aujourd'hui dans un environnement socio-économique où tout est au rouge. Mais on veut quand même nous expliquer que tout va bien dans le meilleur des mondes et que nous devons continuer ainsi. On nous a promis des grandes réalisations, des grandes ambitions. Mais ce qu'on obtient au jour d'aujourd'hui, c'est des grandes poubelles. Le Cameroun est devenu une poubelle, une grande poubelle à ciel ouvert. Mais on nous dit que non, ça ne suffit pas. Vous n'avez pas encore atteint le niveau où vous allez vous diviser en deux. Quand on nous avait dit, à l'époque où la dévaluation s'amenait à grands pas, on nous avait dit c'est dur, serrer la ceinture. Oui, les Camerounais ont serré la ceinture. Serré la ceinture au point même de se diviser en deux. Oui, le Camerounais, aujourd'hui, on ne peut pas dire qu'il ne s'est pas divisé en deux. Bah, du moins, il n'est pas encore complètement divisé en deux. Mais il est déjà suffisamment serré pour que le prochain tour de serrage de la ceinture le divise en deux. Mais comme le Camerounais continue à respirer, il se dit, ah, je respire encore. Et il veut voir ses enfants grandir. Bon, est-ce qu'il verra ses enfants grandir? Est-ce que Paul Biya, homme de 95 ans, qui vise un énième mandat pour son épouse, on le sait très bien, va obtenir un miracle qui fera que par un hasard, peut-être amené par le nouveau pape, Benoît, non, vous appelez comment? Léon XIV. Peut-être que Léon XIV va venir opérer des miracles pour redonner au Cameroun sa dynamique perdue depuis 1982. Mais je pense que Léon XIV a tellement de problèmes avec une église divisée, une église qui s'est un peu éparpillée, en essayant d'aller faire la conciliation avec des questions sociales et sociétales clivantes qui divisent, que Léon XIV a du pain sur la plage et beaucoup de choses à régler que de s'occuper du Cameroun. Donc, le Cameroun devrait pouvoir gérer son avenir. Les Camerounais doivent se sentir concernés par cette échéance d'octobre 2025 qui est un tournant important, un peu plus important que le tournant de 2018, qui n'a accouché qu'une souris, qui a fait pchit, finalement. Car les attentes étaient grandes. Les attentes étaient déjà grandes en 2018. Il ne faut pas croire. On a vu l'émergence de nouvelles figures politiques en 2018 qui ont suscité beaucoup d'espoir, beaucoup d'enthousiasme. On a vu des stades bondés d'un public, d'un peuple excité, qui voyait en celui qui était le maître de séance l'espoir, l'espoir d'un nouveau Cameroun. On l'a vu un peu partout au Cameroun, grâce à certains acteurs politiques. Lesquels acteurs politiques sont encore là aujourd'hui? Car la classe politique a très peu évolué au Cameroun. On a quasiment tous les acteurs de 2018, sauf par le pasteur qui est décédé,
et une ou deux autres personnes, on a tous les autres acteurs sont toujours là. Et ils nous proposent à peu près la même chose. Ils vont nous dire en améliorer. OK. Mais ils sont là. Et ils sont là avec toujours les mêmes boulets, les mêmes tares, la même difficulté à s'entendre, à se regarder, à se parler, à s'unir pour combattre l'ogre biaïste, le spécialiste de la tricherie, le spécialiste du braquage des urnes, l'homme qui n'a su faire qu'une seule chose dans sa vie, c'est profiter d'une nation. Un homme qui n'a vécu qu'aux dépens du contribuable camerounais, qui n'a jamais su combien coûte une baguette de pain, qui n'est jamais allé acheter une baguette de pain dans une boulangerie. Un homme qui s'est toujours servi et n'a jamais servi son peuple. Monsieur Paul Biya Pimondo. Voilà cet homme qui a donc passé tout son temps à réfléchir quels sont les mécanismes à mettre en place pour toujours tricher et gagner irrégulièrement l'élection présidentielle au Cameroun. Et d'ailleurs, il a su vous le dire que ne dure pas au pouvoir qui veut, mais qui peut. Et il peut. Et il a toujours pu parce qu'il a compris son peuple. Il a compris qu'il a affaire à un peuple que tout dictateur du monde aimerait avoir. Tout tyran du monde aimerait avoir un peuple comme le peuple camerounais. Un peuple peureux, un peuple égoïste, un peuple méchant, un peuple... Je veux voir mes enfants grandir. Un peuple, on va faire comment? Un peuple tout sauf. Un peuple tribaliste. Un peuple villageois. Un peuple qui n'aime pas le goût du bonheur. Un peuple qui, à 70% de sa population, n'a connu qu'un seul président, le roi fainéant. Un peuple qui s'est accommodé de la saleté, de la poubelle. Un peuple qui va vous dire, tu proposes quoi? C'est quoi ton programme? Alors qu'il ne sait même pas comprendre un programme. Un peuple qui a pour seul référentiel la poussière, les trous, les cratères, j'ai envie de dire, des routes, les accidents inutiles, les délestages, l'eau sale. Voilà un peu le plus villageois de la terre qui joue à l'intelligence en acculant des opposants qui se débrouillent comme ils peuvent dans un monde pourri. Un peuple qui exige de ses opposants 100 fois plus qu'il n'exige à leur bourreau. Un peuple capable d'oublier sa douleur d'un septennat juste pour 2000 francs et un pain sardine. Un peuple, comme dit Aimé Gowo Poltron Roublard, villageois, toc-toc, un sale peuple, un sale peuple. Quand vous les entendez parler, là, discuter, jacasser, exiger des uns et des autres, vous posez la question de savoir. Mais quelqu'un qui n'a pas mangé depuis 2 jours à cause de Paul Biya vient exiger
des opposants qui essaient de se débrouiller comme ils peuvent pour chasser Paul Biya, il vient les exiger d'être meilleurs qu'eux-mêmes. Mais ils oublient leur bourreau. C'est ce peuple-là, c'est vers ce peuple que ceux qui ont pris le pari de se présenter à la candidature, de se présenter comme candidat à la magistrature suprême, ont fait le pari d'en faire des partenaires. Parce que le peuple est normalement le partenaire d'un candidat, d'un parti qui aspire à accéder à la magistrature suprême. C'est un partenariat gagnant-gagnant. Dans ce partenariat, le candidat vient, vous flatte, essaie de vous convaincre qu'il est le meilleur. Et vous devez exiger de lui une certaine droiture, une certaine vertu, certaines garanties. Se crée donc un contrat de confiance entre vous. Et vous vous soutenez mutuellement pour aller à la conquête de cette investiture. Mais pour cela, il faut que les deux partenaires aient à peu près un même niveau de compréhension de la République. C'est quoi la République? Qu'est-ce que nous voulons pour construire une République? La République, c'est cet espace où non seulement il y a séparation de pouvoir, où chaque pouvoir respecte les règles établies, où le citoyen est mis au centre de toutes les préoccupations et où il lui a imposé le respect justement des lois. Une république forte, une république honnête, une république où le civisme est de règle, une république où il n'y a pas de favoritisme, une république où l'intérêt commun prime sur tout, une république qui fait la promotion des valeurs et des bonnes valeurs. Cette république-là, elle est construite ensemble. Mais comment peut-on construire une république avec un peuple qui a l'état que je viens de vous citer? Quel est donc cet homme politique qui va venir avec un programme, vous expliquer ce qu'il pense de la République, ce qu'il veut faire de la République, quand en fait le peuple ne comprend rien de tout ça? Et le peuple ne comprend rien. Pour preuve, vous avez des hommes politiques qui ont déjà une fois déroulé leur programme. Est-ce que pour autant le peuple suit? Est-ce que pour autant vous allez me dire que dans un pays comme le Cameroun, où on connaît à peu près tous les acteurs politiques, où au moins depuis 2018, la politique est au menu quotidien de tous les foyers camerounais tous les jours, où on a donc des hommes politiques qui ont une ancienneté d'au moins 7 ans, et d'autres plus récemment, mais on sait aussi que la nouveauté est parfois une gage de popularité. On a vu Macron, qui est sorti de nulle part. Avant lui, Sarkozy, sorti de nulle part, alors qu'il y avait des roublards là. Donc, dans l'environnement camerounais, où chaque jour, chaque dimanche, on a des débats politiques avec des hommes politiques qui d'ailleurs, depuis un certain temps, nous déroulent le programme. Pour autant, est-ce que si on va faire un sondage au Cameroun,
vous voyez quelque chose qui a changé dans la posture de chaque parti et surtout du peuple camerounais autour d'eux. Est-ce que vous voyez un homme politique qui se dégage suffisamment et au-delà de certaines réalités sociologiques du Cameroun? Est-ce que vous voyez un homme politique qui transcende toutes les considérations sociales du Cameroun pour devenir le candidat, l'homme politique, autour de qui tout le monde converge, donc qui cristallise les espoirs de tout le monde? Dans les pays où la mentalité a assez évolué, où les gens comprennent, même s'ils comprennent mal, comprennent les choses, savent ce que c'est qu'une campagne politique, une campagne électorale, qui croit à certaines valeurs, pas simplement à la valeur tribale. Vous voyez rapidement se dégager des tendances en termes de popularité et avec un homme dont on est quasiment sûr qu'il va gagner l'élection. Je tiens à vous rappeler que en France, quand Sarkozy est élu, celui normalement qui devait gagner l'élection présidentielle, c'était Michel Strauss-Kahn. Strauss-Kahn avait une telle popularité de par ce qu'il est, pas d'où il vient, de quelle tribu française, mais de ce qu'il a comme atout intellectuel, professionnel, sa connaissance de l'économie, son magistère au FMI. Strauss-Kahn a atteint une telle popularité que, au-delà des appartenances politiques, droite comme gauche, on savait que Strauss-Kahn est le futur président de la France. Mais il n'a pas été parce que les tentations du bas-ventre l'ont emporté avec l'affaire Nafissatou Diallo, comme vous le savez. Sinon, Strauss-Kahn aurait été le président de la France. Avant Strauss-Kahn, il y a eu Jacques Delors. Jacques Delors, socialiste comme Strauss-Kahn, président de la Commission européenne, bon économiste, homme apprécié au-delà de son appartenance socialiste. Jacques Delors, même les partisans de la droite savaient que Jacques Delors est le futur président de la France. Quand le bon monsieur a dit que lui n'est pas tenté par la magistrature suprême, aux grandes dames des socialistes, Jacques Delors serait président. C'est-à-dire que ces faits d'armes ont plaidé pour lui et les Français, dans leur large majorité, ont plébiscité Jacques Delors. Mais il a refusé. Strauss-Kahn, c'est Nafissatou Diallo qui l'a foutu en l'air. Parce que bon, c'est les histoires de quéquette et tout ça là, il y a des gens qui ne résistent pas. Tout le monde n'est pas comme moi. Donc, on a connu ça. Un autre exemple, maintenant quelqu'un de la droite, Fillon. François Fillon, c'était évident pour tous les sondages en France que François Fillon, c'est le prochain président de la France. Il avait le vent en poupe. C'était un boulevard. Mais bon, lui, il a été rattrapé par les histoires des costumes que lui offrait Bourgie. C'est l'avocat Bourgie qui a fini Jacques Fillon et ses emplois fictifs et autres. Donc, c'est les affaires qui ont fini, mais ce qui est sûr, c'est que même les socialistes savaient qu'ils ne peuvent rien. C'est vous dire que dans des sociétés un peu plus élevées en termes de démocratie, ils ont mis de côté les clivages ou bien les réflexes tribaux. Ils ont d'autres référentiels. Le Cameroun et le peuple camerounais
reste encore dans des considérations primaires et villageoises. Et c'est pour cette raison que vous pouvez monter, vous pouvez raconter tout, vous pouvez avoir un beau programme comme vous voulez. Vous ne recrutez que dans votre socle granitique, sociologique essentiellement, mais pas que. Ça va un peu au-delà, plus ou moins selon tel ou tel acteur, mais de manière générale, c'est ça. L'UDC ne va jamais convaincre le Camerounais de telle ou telle autre région que la région Bamoun. Le PC de Cabra-Libye, on peut monter, on peut descendre, c'est essentiellement les bassins. Donc, quand vous avez ça, vous comprenez que, en réalité, passer dans des émissions télé, à dérouler son programme, pour moi, ne sert pas à grand-chose. Dans le contexte camerounais, ça ne sert pas à grand-chose. Parce que les gens vont vous écouter sans vous comprendre. Ils ne savent pas ce que vous dites. Parce qu'ils ne comprennent pas ce que vous dites. Parce qu'ils sont bloqués. Parce qu'ils sont formatés. Parce que vous appartenez à une tribu qui ne correspond pas à leurs convictions. Les Camerounais n'ont pas de convictions politiques. Les Camerounais ont des convictions tribales. C'est ça qui est ça. On peut dire tout ce qu'on veut. Si vous enlevez Cabra-Libye du PCRN, vous mettez un Bamileke, il y a certains inconditionnels du PCRN qui vont fuir. Vous enlevez Maurice Kamto du MRC, vous mettez une autre personne, vous avez certains sympathisants du MRC qui peuvent simplement se jeter dans la mer aujourd'hui pour Kamto, qui vont s'essouffler. C'est ça qui est ça. Aujourd'hui, au Cameroun, l'adhésion à une idée politique a une influence tribale très importante. Paul Biya le sait. Paul Biya sait ça. C'est pour ça que Paul Biya favorise. Paul Biya travaille avec les médias. Les médias que vous voyez là, les canaux 2, les machins, trucs et tout ça là, c'est les médias à la solde du pouvoir. Ils savent. Paul Biya vous fait bavarder. Un candidat, il a mal de popularité, il veut bien. Dès qu'on lui dit, il y a l'émission spéciale sur toi aujourd'hui pour venir parler de ton programme à ta campagne. Le gars, il est content, il va là-bas. Paul Biya sait que, comme il va bavarder là, ça ne va pas lui ajouter 1% de plus de popularité. Paul Biya le sait. On n'est pas en France. On n'est pas en France. En France, quand vous passez dans un débat spécial campagne électorale, vous passez là-bas, le peuple vous entend. Le lendemain, vous entendez que les sondages, il est monté en popularité, il est descendu, machin, tout ça. C'est comme ça. On ne veut pas savoir si vous êtes breton ou euh, Alsace ou ainsi de suite là. Le peuple français n'en a rien à cirer. Au Cameroun, l'ancrage ethnique est peut-être même la première raison d'une adhésion à une idée politique. Qu'est-ce que c'est dommage? Les Africains. Honnêtement, il aurait préféré qu'on soit même encore colonisé. Que les Blancs nous gèrent. Ça aurait été mieux. Le négro camerounais, il a des problèmes. Donc, vous voyez, les gens font les gros débats là, machin, tout le monde dessin, tout ça. Tout ça là, c'est de la fumée. C'est rien. Faut bien le sait. Faut bien le sait. Monsieur Maurice Kamto est passé chez Valérie Ndongo. Une prestation XXL. À la sortie de ça, vous pensez qu'il a gagné en popularité auprès de qui? Non, il a gagné en
Je ne sais pas comment je peux expliquer ça. C'est-à-dire que ses partisans étaient davantage contents. Ouais, vraiment, ça, champion, tu as démontré que vraiment, tu es le meilleur. Mais sauf que vous n'avez pas besoin de convaincre vos partisans. Ils sont déjà convaincus. Citez-moi, s'il y a un sondage, quels sont les partisans du PCN de Kabalibi qui, après la prestation magistrale, je dis même magistrale, le professeur Moïse Kamto, Chevalier Ndongo, combien de gars, combien de cabalistes ont changé de bord, sont partis au MSC? Dites-moi, sortez-moi ces chiffres-là. Pourtant, presque tous sont regardés. Hein. Ils ne regardent pas pour être convaincus. Hein. Ils regardent pour trouver les failles, justement. Là où ça dose, là où il est mou, là où il est. Enfin, sauf que M. Maurice Kamto, c'est difficile quand même qu'il soit mou. L'autre, celui que vous appelez bébé doc, mais moi je ne vais pas l'appeler comme ça là, il faut être respectueux. Euh, le type du STV, STV, je dis mais STV. Euh, 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 comment ça va encore le parti là? Le parti là qui est mort avec son président, parce que celui qui est là maintenant là, ça c'est pas un leader ça. Euh, Dites-moi, comment vous appelez même votre parti là? Le parti qui nous a trahi là en 92, SD, SDF, SDF, vous appelez ça SDF. SDF veut dire sans domicile fixe. Est-ce que vous savez ça? Hein? Sans domicile fixe. Oui, c'est un parti qui n'a plus de domicile. C'est un parti, on ne sait même plus où est ce parti, ils font quoi, c'est qui, Joshua Ochi, on ne sait même pas qui il est, on dit qu'il est, comment on appelle ça là, un gars du RDPC, ou il est dans l'opposition, ou il dit que non, lui, il part seul, il ne veut pas, lui, parce que c'est partisan. Vous ne savez pas. C'est sans domicile fixe. Le sans domicile fixe a fait une prestation calamiteuse, je sais pas, comment on appelle là, ce Valérie Dongo. Calamiteux, c'est-à-dire que tu as envie de dormir. Un gars, il ne connaît même aucun artiste camerounais. Il ne connaît pas la culture. Vous connaissez combien de membres sympathisants de STV, bon, je dis STV, hein, c'est un peu, SDF, excusez-moi. Vous connaissez combien de partisans du SDF qui ont dit que non, non, non. Joshua, on t'aime bien, mais vraiment, tu n'as pas le niveau. On va chez M. Maurice Kamto, car sa prestation était XXL. Vous connaissez combien? Non, non, non. Le Camerounais n'est pas prêt à vivre la démocratie. Tout ce qu'on fait là, c'est le folklore. Nous ne sommes pas prêts à vivre la démocratie. Nous ne sommes pas prêts à assumer les exigences d'une alternance démocratique. Le peuple camerounais n'est pas prêt à ça. Car le peuple est l'acteur principal, essentiel. Le Sénégal nous parle. Le peuple déterminé bouscule tout. Un peuple dormeur permet à la tyrannie de se perpétuer. C'est ça qui est ça. Et les acteurs politiques sont là, bon, ils font ce qu'ils peuvent. C'est pour ça que beaucoup, finalement, sont des marionnettes. Parce qu'ils ont compris que le peuple, bon, bêta, je prends ma petite part aussi là. Je fais semblant et tout ça là, je prends ma part, les Espoir Matomba, les Cabral Libi, maintenant le Bessa là qui vient là, il dit que non, la jeunesse, c'est un programme. Bon, si ce n'est pas moi, c'est Cabral Libi. Tout ça là, c'est des artistes. C'est des artistes. C'est des artistes. Donc, les émissions, les débats télé, ça fait juste le bonheur d'un Rodrigue Tonguet qui va interroger les, les, les hommes politiques sur des questions périphériques qui ne servent à rien. Alors que la question essentielle, c'est on fait comment pour qu'il n'y ait pas de tricherie. Et pour qu'il n'y ait pas de tricherie, il faut respecter déjà la loi et la loi, même si elle est mauvaise, mais au moins, il y a l'article 80 qui dit qu'il faut afficher. Vous êtes pour ou vous êtes contre?
Aujourd'hui, Tonga est incapable de poser cette question aux candidats à l'élection présidentielle. Mais c'est quel candidat qui vient pour aller gagner Paul Biya, alors que Paul Biya a déjà mis en place la tricherie. Et les candidats ne parlent pas de la tricherie. Ils parlent de quoi? Quel est le programme que vous pouvez venir dérouler? À quoi sert un programme quand on sait déjà que ce programme-là va échouer? Comment? Comment vous venez dérouler? Oh, je vais faire ceci quand je serai président. Tu vas faire comment pour être président? Alors que Paul Biya a décidé qu'il va te barrer la route. Il refuse d'afficher la liste électorale. Il fabrique les fausses cartes d'identité pour les étrangers. Tu ne parles pas de ça. Tu viens parler de quoi? Tu viens parler de quoi? On dit qu'on va à Munich pour mettre la pression sur Veridos. Cette entreprise allemande qui héberge les données camerounaises, qui a donc la liste électorale du Cameroun et qui refuse de la publier parce qu'elle n'a pas le quitus de l'ECAM. On dit qu'on va mettre la pression là-bas, personne ne le fait. En dehors du MLC, aucun parti ne le fait. Aucun parti ne parle de ça. Mon ami, mon ami le professeur Baïbek ne parle pas de ça. Cabral Libi refuse de parler de ça. D'ailleurs, il dit que ce n'est pas important. Joshua aussi n'en parle même pas. Matomba, lui, de toute façon, Matomba, c'est un défenseur du RDPC. Vous voulez partir où? Vous voulez partir où? C'est en ça que je suis finalement d'accord que non, il n'y a qu'un coup d'État au Cameroun. Il n'y a qu'un coup d'État au Cameroun pour dégager Paul Biya. Il n'y a qu'un coup d'État. Mais avec nos militaires qui ne sont forts que pour danser le ndombolo, mais pour s'organiser et dégager Paul Biya, ils ne sont pas là. Il n'y a qu'un coup d'État. Mais est-ce qu'un coup d'État est quelque chose de bien? Non. Est-ce que ça a déjà rendu des services? Non. Donc, on n'a jamais rendu de services. Jamais. Donc, on n'a pas besoin de ça. On a besoin d'une alternance démocratique. Mais cette alternance démocratique, comment on peut la faire avec un peuple démissionnaire? Un peuple qui est très fort, mobilisé quand il faut aller dans des choses périphériques, qui sont peut-être nécessaires, mais qui sont quand même pas l'essentiel. Je dis, et vous avez compris que pour moi, la mobilisation qui va être faite à Paris par le parti qui aujourd'hui réunit les meilleurs atouts, la meilleure sincérité. Cette mobilisation, elle serait une plus-value dans un contexte de mobilisation généralisée pour des choses plus essentielles à l'heure actuelle. Choses essentielles. Je suis encore là. Il y a des prisonniers politiques en prison qui ne méritent pas d'être en prison. Il lui fallut qu'il y ait de sérieuses mobilisations. Depuis le premier jour de leur arrestation, le pays devait être paralysé. Le pays devait être paralysé à tous les niveaux, tant à l'étranger qu'au Cameroun. Bibou Nissak, Joseph Foguet ne mérite pas d'être en prison. Nous ne pouvons pas dormir tranquille chez nous en sachant que ces gens-là sont en prison. Et je tiens à vous rappeler que si le pouvoir, là, fait comme il a l'habitude de faire et se maintient en octobre, ces gens-là seront encore en prison. La réclamation de la publication de la liste électorale. Je n'ai pas vu une mobilisation. Nous étions une cinquantaine. On m'annonce une centaine. Enfin,
de milliers de personnes le 31 mai. Ce n'est pas normal, les gars. Ce n'est pas normal. Moi, je veux que vous veniez ici, là, que vous montiez, que vous m'expliquiez comment on fait pour justement avoir autant d'enthousiasme pour une chose qui est une bonne chose. Mais on n'en a pas pour une autre chose qui est une chose même plus importante. Plus importante même pour votre champion. Je dis encore que si le meeting du 31, c'est pour réclamer la publication de la liste électorale, ça c'est une chose. Mais la publication de la liste électorale n'est pas une affaire d'un parti, ce n'est pas une affaire du MRC. La publication de la liste électorale, c'est une affaire de tout citoyen camerounais. Ça devrait donc transcender les partis. Et c'est en ça que c'est quand même plus important, parce qu'un pays est quand même plus important qu'un parti. Et c'est pour cette raison que aller à Munich était plus important qu'aller à Paris. Je suis désolé pour vous le dire. Mais il y a eu combien de gens? Les gens savent même prendre le train pour venir à Paris. Ils ne savent pas que c'est les mêmes trains qui vont aussi à Munich. Non. Et vous verrez que beaucoup qui viendront là, au meeting du professeur Maurice Kamto, c'est pour s'afficher avec Maurice Kamto. Hein. C'est pour se faire voir à côté de Maurice Kamto, qu'on ne vous trompe pas. Et c'est pour ça que moi, j'ai ici là convoqué la basse. Faites-moi entrer les bassistes. Mes frères de la basse là. Venez ici. Mon jeune frère, Sikati Berti, je veux te voir ici. Viens m'expliquer pourquoi est-ce que tu n'as pas été à Munich. Général Wanto et tous les autres, dont je ne connais pas forcément le nom, vous m'en excusez. Venez m'expliquer pourquoi vous n'étiez pas à Munich. Pourquoi vous êtes en train de faire la promotion du meeting d'un parti? C'est un parti. Le parti a le droit de faire son meeting. Vous savez, Maurice Kamto a le droit de faire son meeting où il veut. Mais tout cela qui s'apprêtent à aller au meeting de M. Maurice Kamto, pourquoi vous n'avez pas été à Munich? Venez m'expliquer. Vous vous imaginez l'écho que ça aurait eu si on avait eu 5000 Camerounais à Munich? 5000. Donc, vous n'avez pas suffisamment souffert pour que 5000 Camerounais se retrouvent à Munich? Au nom de quoi, moi, je vais aller à Munich et vous ne partez pas? C'est vous qui vous rendez que vous êtes vraiment dans le combat. Vous êtes, vous les bassistes là, la basse. Pourquoi tout bassiste, tout membre de la basse, digne de ce nom, n'a pas été à Munich? Vous m'expliquez? Parce que vous êtes dans vos faux duels, on ne comprend même pas. Le Camerounais, c'est la malédiction. Nous sommes maudits. Nous sommes maudits. C'est la malédiction. Vous voyez comment des gens qui sont censés appartenir à la même famille, la famille de la Basse-Euro, vous voyez comment ils s'étripent dans les réseaux sociaux, ça s'insulte, ça machin, tout ça là. C'est la malédiction. You are crazy. You are toc-toc. Vous me connaissez avec mon franc-parler. Hein. Moi, je ne suis pas là, je n'ai pas un ami. J'ai dit que moi, mon seul ami, c'est le Cameroun. Toutes les personnes qui sont dans des histoires qui m'empêchent de voir mon pays prospérer ne peuvent pas être mes amis. Et vous êtes maudits. Vous êtes maudits. Vous deviez en avoir honte. C'est tellement sale. C'est de la pourriture. Et parfois, j'ai envie de regretter de vous avoir apporté ma sympathie. J'ai parfois envie de regretter. Je ne me reconnais pas dans de la saleté. Vous êtes trop sale. Parfois, on se dit, en réalité, vous êtes missionné par Paul Biya. Non, ce n'est pas possible. Ce n'est pas possible.
Et vous avez quand même des personnes comme Parfum Vroom, qui sacrifient la vie. Parfum Vroom aurait pu être arrêté. Il aurait pu subir le même sort que Biboun Isaac ou Fogué. Pour vous, pour vous, pour la basse, il a quand même dit que la basse c'est une chance pour le Cameroun. Et regardez ce que vous faites. Regardez, quel bordel vous faites. Vous avez vu combien d'intellectuels camerounais veulent même se mélanger à vous? Combien? Combien? Combien d'intellectuels camerounais osent parler de vous? J'ai entendu Messanga Nyamdi dire quand même des choses assez sympathiques euh, sur la base. Enfin, vous, on a vu sa position. Moi, vous avez vu ma position. Mais respectez-vous, les gars. Respectez-vous. Ne dispersez pas vos énergies. Soyez sérieux. Vous pouvez pas cause, on ne sait pas si c'est des histoires de fesses ou de quoi, vous discutez, vous divisez une cause aussi importante comme celle-là, réclamer la liste électorale. Vous ne pouvez pas venir à Munich, mais vous allez aller vous pavaner chez Maurice Kamto parce qu'on doit vous voir. On doit vous voir avec les leaders là-bas. Non, non, non. Je suis désolé. Euh, et vous savez que dans ce combat-là, il vaut mieux même pas trop se mélanger. Non, bon, comment je ne vais pas me fâcher? Comment je ne vais pas me fâcher avec ce genre de choses? Chaque jour qui passe sur mon fil, vous voyez une histoire entre deux bassistes qui s'insultent, qui s'étrient, qui se défient et tout ça là. Ça, c'est la malchance. C'est la malchance. Alors, ça et ça. C'est la malchance. Désolé de la même forme. Ça, ça. Donc, le peuple camerounais doit se recentrer sur l'essentiel. Se dire que Paul Biya ne peut pas organiser une élection pour la paix. Paul Biya ne peut pas organiser une élection pour la paix. Paul Biya a mis en place des mécanismes que nous ne maîtrisons pas. Paul Biya, en tant que tricheur, en tant que voleur, est en avance sur le policier. La police vient toujours constater les faits, les dégâts, un vol, toujours. Et elle commence à chercher qui est l'auteur. Mais ça prend du temps. L'élection présidentielle, il n'y a pas un temps à perdre. Puisque quand vous dites, oh, euh, voici une poche de tricherie, elle est quand même, ne freine l'inscription liste électorale. Elle est quand même, ces machines sont en parle. Elle est quand même, euh, impose des conditions non prévues par la loi. Par exemple, pour les électeurs à l'étranger et tout. Vous dites ça, vous criez, machin, tout et tout, on en parle. Après, vous vous rendez compte qu'il y a même une autre poche de tricherie. Il y a encore une, il y a encore une autre, il y a encore une troisième, il y a encore une énième et tout. Les cas nationaux d'identité. Aujourd'hui, on nous parle de l'HCR, donc le Haut Commissariat aux réfugiés, c'est-à-dire l'ONU, qui s'y mêle pour aider Paul Biya à tricher. La liste électorale, l'article 80, Paul Biya. Donc, des poches de tri, il y en a tellement que vous comprenez que Paul Biya est décidé à
reste au pouvoir. Il ne peut pas faire autrement que ça. Et que d'ailleurs, quand vous démantelez une poche de tricherie, vous avez juste démantelé, vous en avez parlé. Qu'est-ce qui se passe? Vous pensez que c'est une poche qui disparaît? Non, elle est juste là. Vous l'avez simplement découverte. Bon, vous l'avez découvert, vous l'avez découvert. Mais on sait qu'au Cameroun, on découvre les scandales, on en parle, après ça fait pchit, on passe au suivant. Donc, Paul Biya va tricher. Nous le savons. Alors, pendant que vous vous agitez à organiser des méga meetings et tout ça, c'est bien beau, mais je dis que ce n'est pas l'essentiel. L'essentiel, c'est de paralyser la nation. Il faut paralyser la nation. Je suis désolé. Il faut paralyser la nation. Et ne comptez pas sur les tribus peureuses là. Ne comptez pas sur les doigts là. Ne comptez pas sur les Bassas parce que les Bassas, ils ont démontré que finalement même le mythe là, de l'homme Bassa, de Yobe et tout ça, c'est fini. C'est fini. Regardez l'UPC. Un parti qui a peut-être 4 tendances. Anne-Marie, de quel Paul Biya? Ben, on parle de Paul Biya, c'est un nom. Puisque c'est un nom que utilisent même justement les parasites dont tu parles. Alors, ça, on parle de Paul Biya en tant que l'institution bandite. Je crois que je vous ai déjà dit ça. Vous connaissez ma thèse. Paul Biya, c'est pas lui qui dirige, c'est Chantal, c'est son épouse qui dirige, avec un gongo. C'est Chantal Biya. Mais Chantal Biya n'est rien derrière le nom Paul Biya. C'est pour ça qu'on parle de Paul Biya. Oui. Ne comptez pas sur certaines tribus-là. Ne comptez pas. Regardez comment le Grand Nord bouge. Le Grand Nord bouge. L'Ouest est en place. That's it. Au Cameroun, that's it. Je suis désolé. Après, il y a juste des individus. Des individus. Vous prenez par exemple le professeur Abba Oyono. C'est un individu. Le professeur Aimé Boni, je suis un individu. Je ne suis en rien représentatif de la tribu Sawa ou Douala. Non. Donc, oubliez ça. Et on a dit que il ne faut pas tout le monde pour construire une œuvre. Il faut juste quelques mains, des piliers. Donc, ça peut paralyser. Nous pouvons paralyser la gouvernance, le fonctionnement de ce pays. Mais il faut des gens volontaires, déterminés. Et on avance. Sinon, ben, on n'aura que nos larmes pour pleurer. On n'aura que pour pleurer. Moi, je dis encore que le peuple camerounais doit se poser la question. Pourquoi Paul Biya fiche autant? Pourquoi il refuse de rendre l'élection camerounaise la plus transparente possible? Et pourquoi des hommes politiques refusent d'adresser les bonnes questions sur les tricheries de Paul Biya? Pourquoi ils refusent le respect de la loi électorale et notamment l'article 80? Pourquoi? Pourquoi Cabral Libi refuse ça? Pourquoi Espa Matomba refuse ça? Pourquoi Bessala refuse ça? Pourquoi tel ou tel ou tel ou tel? Pourquoi les gens là refusent ça? Pourquoi? Je dis encore que tout électeur, laissez le messianisme, laissez que il parle bien, machin, tout là. Il n'y a pas de messianisme possible dans une nation. Chacun sait pourquoi il vient dans le jeu politique. Tu dois pouvoir demander à ton leader pourquoi tu refuses ça. Et qu'il ne vous explique pas des bêtises. La liste électorale nationale a un objectif précis, d'éviter qu'il y ait des doubles votes. La seule personne capable d'organiser le double vote, c'est Elekam. Qui dit Elekam dit le RDPC, donc dit Paul Biya. On va vous dire, il suffit que vous compiliez
les listes de tous les bureaux de vote, vous associez comme ça là, et puis, on est encore dans quelle ère là? Donc, vous êtes obligé de faire souffrir quelqu'un pour qu'il obtienne ce dont il a droit. Pourquoi le noir camerounais aime les vestiges de la traite négrière? Les nègres ont été fouettés, bastonnés, lapidés, blessés. Les colons sont venus perpétuer cette maltraitance. Et nous continuons. Nous continuons à souffrir. Et là, maintenant, pas par nos maîtres blancs, mais par nous-mêmes. Quelque chose qui est facile, vous la compliquez. Il y a une liste électorale nationale. La donnée, elle permet d'avoir une vue transversale, holistique de tous les bureaux de vote. Il faut être sûr que Aimé Boni, qui est le bureau de vote numéro 1 de Douala, ne se retrouve pas dans un bureau numéro 4 à Dibombari. Donc, Aimé Boni ne va pas voter dans 2, 3, 4 bureaux, alors que lui-même, il sait exactement qu'il vote dans un bureau. Parce que dans les autres bureaux, on vote pour lui, avec son nom, avec son bulletin. Pourquoi Cabral Libi refuse d'exiger ça? Vous pouvez me dire, peuple camerounais, nous sommes maudits. C'est la malédiction. Après, les gens vont nous dire que, oh, c'est le Sonko du Cameroun. Oh, c'est un jeune. Oh, les présidents de l'AES sont jeunes. Lui aussi, les jeunes et tout. Peuple camerounais. C'est la malédiction. C'est quoi ces référentiels-là? Moi, je sais pas. Bon, vous savez, moi, je fais mon boulot. Hein. Mon boulot de, un peu d'éclaireur de conscience. Avec mes modestes connaissances du milieu socio-politique du Cameroun. Mais j'ai en moi quand même un atout. C'est que je sais analyser les antécédents pour comprendre les symptômes présents et prédire l'avenir, donc donner un diagnostic. C'est ça aussi mon corps de métier de médecin. Le médecin, vous venez le voir. Il dit, oh, je tousse. Je tousse beaucoup depuis un certain temps. Bon, ok, tu tousses. Et combien de temps? À quelle période? C'est constant, c'est sec, c'est humide, il y a de la production. Et s'il y a une production, donc une tout productive, ça a quelle couleur? Voilà, c'est rougeâtre, c'est jaunâtre, c'est purulent et tout ça là. Alors, quels sont tes antécédents? Tu as eu quoi par le passé? Et quand, machin de que tout? Les antécédents. Les antécédents. C'est important. L'élection présidentielle du Cameroun d'octobre 2025 a pour antécédent l'élection de 2018. Donc, il faut comprendre ce qui s'est passé en 2018 pour aller même comprendre le comportement des uns et des autres, et notamment de certains acteurs politiques de l'opposition et du pouvoir, comment ils se comportent. Puisque la plupart étaient déjà en 2018, il y a une histoire, il y a des connexions, il y a quelque chose. Il faut comprendre ça. Et on peut comprendre ce qui s'est passé, puisqu'on a un recul de 7 ans. On peut comprendre les comportements des uns et des autres. Si Atangandi a pu faire venir des faux observateurs, ça veut dire que c'est un manque, c'est un bandit, c'est un malhonnête. Vous ne pouvez pas dire que Atangandi qui était malhonnête en 2018 ne va pas l'être en 2025. Vous allez faire comment pour empêcher Atangandi d'essayer de voler? Vous allez faire comment? Et donc, vous devez déjà vous préparer à ça. Et je ne suis pas sûr que c'est en organisant un meeting d'un parti politique
qu'on résout forcément le problème d'Atangandji et de son vol. Ça a d'autres objectifs. Oui, il faut gagner en popularité, en visibilité. Ah, voilà, l'étranger va regarder tout. Oui, mais il faut aussi résoudre le problème de comment je fais pour neutraliser Atangandji. Comment je fais pour neutraliser Chantal Biya. Ça, c'est la question fondamentale qu'il faut se poser. Et c'est pour cette raison que moi, j'étais à Munich. C'est pour ça. Moi, je ne parle pas n'importe où et n'importe comment. Juste c'est que je reçois des sollicitations, comme vous pouvez l'imaginer. Je reçois des sollicitations, mais pas certaines de mes prises de position. Même on comprend que bon, ici, là, le type, c'est. Non, il n'est pas là-dedans. Moi, je ne fais pas n'importe où. Je ne dis pas que n'importe où est inutile, mais moi, vous savez, on n'apprend pas à un singe à se gratter. Ce que j'ai vécu en 2018, parce que j'étais un acteur majeur de l'élection présidentielle 2018. Dans les coulisses, moi, je n'étais pas candidat. J'ai vécu et j'ai vu et j'ai été suffisamment déçu. Et on ne peut pas me prendre deux fois. On peut me prendre deux fois. Je sais que si on ne fait pas l'essentiel, on va juste pleurer. Et comme le peuple est pleureux, comme le peuple qui est là au Cameroun est peureux, Atangandji a déjà son plan d'action. Voilà. Donc, moi, c'était mon truc. Maintenant, si quelqu'un a un avis à donner, s'il veut monter, donner son point de vue, euh, vous pouvez, je vous ai mis le lien sur Facebook, TikTok. Sinon, voilà, c'est à peu près ce que je voulais vous dire sur la question. Euh, ouais, Aimé Césaire me dit, le peuple n'est pas peureux, prof. Toute chose a un temps. Ouais, c'est, toute chose a un temps. Aimé Césaire, explique-moi, c'est quoi toi ton temps? 43 ans, c'est pas suffisant, hein. En 7 ans, depuis 2018 à ce jour, tu connais le nombre de drames qu'a connu ce peuple? Est-ce que tu connais le nombre de drames? Tu peux me citer. Tu connais le nombre de drames? Dernièrement, on nous dit que comment vous appelez ça là? Le TCS a condamné deux, trois personnes du ministère de la Santé à payer 1 à 3 millions dans l'affaire Covid-Gate. Mon frère, vous attendez quoi? Vous attendez quoi? Voilà des gens, Covid-Gate, c'est des milliards qui ont été détournés. On dit qu'on attrape, on attrape deux tondus, trois pelés et tout. On dit que bon, venez. C'est une façon de nous dire, c'est une façon de dire que Manaouda Malache, ministre de la Santé, est un voleur. Il a volé des milliards. Mais on prend deux, trois personnes, on dit, ouais, c'est ça le peuple. Vous attendez quoi? Vous n'allez rien faire. Vous n'avez jamais rien fait. Et vous n'allez rien faire. Ce peuple est définitivement enterré. Vous n'allez rien faire. Hein? Ok, chers amis, merci pour l'écoute. Merci pour l'écoute. Et puis, donc, demain, je vais faire, parce que je suis en vacances, donc j'ai encore un peu le temps de vous faire des lives fréquents, parce que après, je retourne soigner mes malades. Donc, demain, je vais faire un live un peu sur le conclave qui a élu le nouveau pape. Euh, c'est quoi le conclave? Comment ça se passe? Et pour moi, quelles sont les raisons qui ont dicté l'élection de ce pape aussi rapidement? Le pape élu le plus rapidement, si on tient compte même
de la taille de la Curie et donc des cardinaux électeurs, le 133. Si on regarde tout ça, c'est le pape le plus rapidement élu, facilement. Et pourquoi? Ça s'explique. Et d'ailleurs, et quand on comprend donc les raisons qui ont amené son élection, on comprend que euh, aucun cardinal africain n'avait une chance, malgré euh, des rumeurs, des panafricanistes qui voient toujours un Africain un peu partout, en sachant que il y a des raisons pour lesquelles il y a des endroits où les Africains, malheureusement, n'auront pas droit de citer. Et ça, on parlera aussi de ça. Et ça fait qu'on abordera la question du rôle de l'Afrique dans le monde et comment on fait pour devenir un acteur essentiel de ce monde de compétition. Donc, on fera ça demain et je vous dis bien des choses à vous. Bonsoir, je vous embrasse et à demain. Ciao, ciao. Est-ce que je peux ici, session.